Donc, eh bien, soyez les bienvenus à cette conférence. Merci beaucoup à Maurice Fillon-Revin de l'avoir accepté parce que, bah, voilà, on a quand même l'inventeur de la technologie CMO qui va nous expliquer tous ses travaux. C'est une belle soirée qui nous attend. Ça va être extrêmement enrichissant. Donc, bah, soyez les bienvenus, soyez très à l'écoute. Vous allez pouvoir poser des questions par le biais du chat parce que ça va être un peu trop compliqué. La parole à chacun, ça va faire des échos. Enfin, voilà, au niveau technique, ça complique les choses. Tout à la fin, eh bien, vous pourrez, pas au début, pas pendant, mais à la fin de l'exposé de Maurice, eh bien, vous pourrez poser vos questions. Je crois que ça sera beaucoup plus, ça va pas le déconcentrer. Et puis, de toute façon, au fil de l'exposé, je pense que Maurice, il va répondre à beaucoup de vos questions. Donc voilà, on attend la fin pour poser nos questions. Je pense que ça va être dans 45 minutes, 50 minutes d'exposé pour les gens qui étaient à Nogent. Eh bien, ça va être le déroulement de nos gens, mais en plus raccourci. Voilà, tout simplement. Donc, Maurice Fillon-Robin, c'est un biophysicien qui a travaillé sur eh bien, les ondes électromagnétiques, sur la pollution de ces ondes, et eh bien, va vous expliquer, pardon, comme je vous l'ai indiqué dans le mail, eh bien, toutes ces découvertes hein, en association avec de nombreux autres scientifiques, les découvertes des incidences qui sont flagrantes et caractérisées au niveau de la biologie sur tous les êtres vivants. Et puis, il va aussi eh bien, vous parler de ces protections, comment elles fonctionnent, pourquoi elles fonctionnent et quels sont les tests qui ont été réalisés au niveau de la protection. Et puis, à la fin, eh bien, nous allons, enfin, Maurice répond. Peut-être, c'est possible, c'est pas sûr, mais je crois que vous l'avez entendu pendant qu'on préparait la conférence. Si Maurice, parce que vous savez, les inventeurs, les scientifiques, des fois, ils peuvent dire un nom comme ça, pour eux, c'est complètement évident. Puis pour nous, ça nous dépasse. Donc voilà, si jamais il y a un mot un peu trop technique, eh ben, je me permettrai d'intervenir et de demander à Maurice de nous l'expliquer afin qu'on puisse bien suivre le déroulement de la conférence. Euh, Maurice Fillon-Robin, c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique. Franchement, très très sympathique. On a eu la chance de dîner avec lui le 5 décembre à Nogent-sur-Marne pendant la convention de Synergie Health. Voilà, c'est merveilleux. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. C'est c'est dans la même veine que Jacques Prunier, voilà, un grand humaniste, des gens qui sont sur le cœur, qui sont tout simples, qui ont énormément de connaissances, mais qui ne cherchent pas à briller avec leurs connaissances. Donc, merci beaucoup à Maurice de nous consacrer sa soirée. Et voilà, je vais lui laisser la parole. Vous allez le voir à l'écran. Et puis, eh bien, peut-être juste pour le remercier, eh bien, vous lui faites tous un petit coucou sur le chat. Tout le monde lui fait un petit coucou. Je laisse la parole à Maurice. Maurice, c'est à toi. Merci et à tout à l'heure. Je m'appelle Maurice Fillon-Revin. Je suis impressionné par le nombre de personnes qui sont présentes à cette réunion. Merci à chacun et à chacune d'entre vous d'être là. Le sujet de ce soir est un sujet qu'encore un certain nombre de personnes ignorent. Et pourtant, si chacun savait que nous sommes d'abord constitués d'un fonctionnement électromagnétique, tout notre organisme fonctionne d'abord avec des échanges électromagnétiques qui se transforment ensuite en activation de récepteurs chimiques ou au contraire de libération de produits chimiques, ce n'est que le second niveau d'action biologique. Le premier, c'est l'échange des signaux électromagnétiques dans l'organisme. Donc, vous comprenez bien, ceci étant dit, qu'un organisme qui baigne dans un environnement électromagnétique de plus en plus complexe, de plus en plus multiple, ces organismes vont être en situation d'interférence ou de résonance entre ce qui se passe dans l'environnement et ce qui se passe à l'intérieur de l'organisme. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous ne pouvons plus ignorer, y compris quand je dis cela les médecins, personne ne peut plus ignorer
que certaines pathologies peuvent être liées au dérèglement des signaux électromagnétiques utiles, nécessaires au fonctionnement de l'organisme. Vous présentez non seulement le Synerwave, qui est la technologie CMO adoptée par Synergiel, donc je vais vous la présenter, cette technologie. Non seulement vous parlez de la technologie, mais vous dire ce soir aussi quels sont les différents niveaux, les premiers niveaux d'impact de l'environnement sur les cibles biologiques qu'on a repérées dans notre laboratoire comme étant sensibles à cet environnement. Voilà, le laboratoire que j'ai dirigé et créé il y a de cela plusieurs années, pour ne pas dire presque une vingtaine d'années, était constitué de différents départements complémentaires, dont une animalerie, dont un département de neurosciences, dont un département de physique et dont un département de médecine humaine. Donc voilà, c'était ce laboratoire-là qui, une fois l'ensemble des travaux constituant le dossier scientifique de Synerwave et donc des CMO, une fois l'ensemble de ces travaux faits, nous avons ensuite opté pour décentraliser nos travaux de recherche et aujourd'hui, nous sommes en relation avec différentes universités et le laboratoire, quant à lui, donc, a fait son boulot. Pour que chacun comprenne bien que nous ne sommes pas dans le registre des produits qu'on pourrait appeler magiques et qui souvent se positionnent comme pouvant être protecteurs des champs électromagnétiques. Alors, il n'est pas impossible que dans un certain nombre de cas, ces produits que j'appelle avec une image, si vous voulez, de produits magiques, il n'est pas impossible que certains fonctionnent. Là n'est pas la question. La question, c'est est-ce qu'on a la preuve qu'ils fonctionnent de telle sorte qu'on ait la certitude de ne pas faire pire que ce que l'environnement fait lui-même, parce que c'est un risque lorsqu'on utilise des techniques vibratoires que l'on doit maîtriser et que l'on ne peut maîtriser que par la biologie. Alors, pour que vous ayez une certitude de ce que nous sommes dans le registre du scientifique, vous avez ici les quelques-uns, il y en a d'autres depuis, les quelques scientifiques ou professeurs ou médecins qui ont collaboré à la mise en évidence à la fois de l'impact des champs électromagnétiques sur les cibles biologiques et à la fois de l'effet correcteur, compensateur du Synerwave qui va bientôt être votre cheval de bataille, je l'espère. On voit qu'il y a dans la liste en question des Français, par exemple le professeur Madame Bastide, ou le docteur Fèvre-Bonhomme, par exemple, ou le docteur Messager. Il y a des Français, mais il y a également des Russes, professeur Bingui, qui est un physicien mathématicien de grande notoriété en Russie, auteur d'un livre de référence d'ailleurs utilisé aux USA sur le biomagnétisme. Vous avez l'Angleterre, que vous voyez, professeur Clemens Kuhn. Vous avez Tokyo, avec le professeur Miyata. Vous avez la Columbia University à New York, qui d'ailleurs est un centre extrêmement important pour la preuve biologique des effets des champs et à la fois de la protection du Synerwave, scientifique international de très haut niveau, qui s'appelle The Journal of Cellular Biochemistry. Et cette publication vaut, je dirais, reconnaissance par le milieu scientifique, en tout cas par les pairs de Mme Goodman,
du professeur Goodman, vos reconnaissances des résultats obtenus avec le signal web. On en parlera dans quelques instants. Donc, c'est un peu pour ce tableau, c'est pour vous dire, bon, vous êtes avec une technologie qui est scientifique et qui a amené notre société comme système, qui réunit à la fois les travaux et la production, les travaux scientifiques et la production, qui a amené notre société comme système à pouvoir utiliser une sorte de logo sous une sorte de slogan, nous disons comme système, la référence historique et scientifique. Ceci grâce à tous ces partenaires dont vous venez de voir les noms et les localisations internationales. Et voilà, en chair et en os, si je puis dire. Alors, les travaux qui ont été faits, je vais passer un peu vite là pour que l'ensemble du diaporama puisse être digeste pour chacun d'entre vous. Donc, j'arrive au moment où, voilà, au moment où nous allons voir concrètement ce qui se passe avec un téléphone ou un ordinateur ou des antennes relais et ce que l'on peut obtenir de la technologie dont je vous dirai évidemment l'essentiel du mode de fonctionnement à la fin de cet entretien. Donc, comment agir pour protéger les frontières biologiques de l'ensemble de l'organisme? Donc, ce que notre laboratoire Technolab observe, et ce qu'on observe peut avoir des conséquences en termes de santé humaine. Le médecin, lorsqu'il va comprendre où se passe l'impact du champ électromagnétique de l'environnement du téléphone ou de l'ordinateur, pour lui, dans son esprit, si on atteint telle cible biologique, ça veut dire qu'on peut avoir des conséquences, et c'est ces conséquences aussi qu'on va examiner. Voilà un premier travail qui est réalisé sur la disponibilité du calcium dans les cellules, alors sur des cellules hypophysaires d'un cerveau de souris. Ce calcium en question, vous avez deux graphiques là. On fait toujours un lot contrôle, qui est le lot de gauche, un lot exposé, qui est le lot du milieu, en rouge, et un lot exposé protégé, avec Simerware, qui est le graphique en bleu, dans les deux cas, à droite. Donc, vous pouvez observer que dans cette expérimentation qui vise à mesurer le taux de calcium intracellulaire et comment, quand on fait notre manipulation, comment ce calcium est évacué par les canaux calciques, vous voyez que dans le premier graphique de gauche, le rouge dit qu'il y avait beaucoup plus, pratiquement 3 fois, beaucoup plus de calcium qui était dans la cellule au moment où on a stimulé cette cellule pour qu'elle le largue, qui avait 3 fois plus de calcium dans la cellule que le lot contrôle à gauche ou que le lot exposé, protégé à droite en bleu. Ça veut dire, et c'est vrai du deuxième graphique qui est sur la droite, ça veut dire que le calcium, qui est une structure ionique extrêmement importante dans le fonctionnement de l'ensemble de l'organisme, ce calcium en question n'est pas, pour les lots exposés sans protection, n'est pas disponible pour les échanges extracellulaires. Retenez ça, c'est extrêmement important, parce que ça veut dire que si le calcium n'est pas là pour faire ce qu'il a à faire, eh bien, c'est autre chose qui va se passer que le fonctionnement naturel lié simplement au passage du calcium transmembranaire. Donc, ce travail, qui est un travail de biologie, est fondateur
Parce qu'il nous dit, l'organisme ne dispose pas du calcium en temps et en heure quand il doit passer la membrane. Ça veut donc dire qu'il va être perturbé, et on va le voir plus tard, il est effectivement perturbé. Donc le calcium perturbé, maintenu dans la cellule au lieu d'être disponible extracellulairement. Les conséquences possibles de ce que le calcium ne soit pas disponible, c'est pour un médecin, ça va vous parler parce que, évidemment, les muqueuses intestinales vous concernent beaucoup, c'est pour un médecin l'altération du fonctionnement des muqueuses intestinales, c'est aussi la modification du fonctionnement de l'arbre respiratoire, et c'est aussi l'altération de la barrière hématoménagée, ça veut dire de ce qui protège le cerveau de l'intrusion de produits toxiques, de molécules toxiques, et qui maintient la santé et le fonctionnement du cerveau. Donc si le calcium ne fonctionne pas bien dans ces échanges intra-extracellulaires, on a une incidence probable, possible, sur l'ensemble de ces trois barrières, que sont la barrière intestinale, que sont la barrière respiratoire et que sont la barrière hématoménagée, c'est-à-dire le cerveau. Alors, c'est le premier niveau d'étude, le calcium. Le second, c'est le système immunitaire. Voilà une expérience qui est qui a été menée à Montpellier. Vous voyez que l'écran qui est à gauche sur les dessins montre que ça s'est passé il y a quelques années. C'était en effet autour des années 80. Nous avions comme expérimentation d'exposer des œufs embryonnés, c'est-à-dire donc avec un poussin dedans, et d'évaluer la mortalité à l'exposition, liée à l'exposition à l'écran d'ordinateur. Donc, l'effet sur le système immunitaire est mesuré par la quantification des anticorps que l'on va trouver chez les poussins une fois qu'ils sont éclos. Et on voit que sur le graphique d'en bas, les autres sont masqués, on voit que quand on injecte une IgG de porc, c'est une protéine de porc, et qu'on regarde la réaction du poussin à la protéine de porc, qu'il veut évacuer, évidemment, parce qu'il ne la reconnaît pas comme étant naturelle, le nombre d'anticorps en bleu du lot contrôle, donc donne le niveau de référence. Si on regarde le lot exposé, c'est-à-dire la colonne du milieu, nous n'avons plus de réaction immunitaire pour la défense contre les protéines porcines en question. C'est très important. Il n'y a pratiquement plus rien. Et enfin, si on utilise le Cimerwave CMO, et on le voit dans la colonne de droite, on retrouve, c'est au jour J38 dans les trois cas, on retrouve un niveau normal d'anticorps. Donc ça veut dire déjà, entre le calcium et le système immunitaire qu'on vient d'observer l'un et l'autre, qu'on a la preuve qu'il est possible, par une technologie qu'on va expliquer, on a la preuve qu'il est possible de compenser l'effet biologique qui est, lui, extrêmement clair sur les lots exposés, c'est-à-dire calcium, non-disponibilité, système immunitaire, non-réactivité. Alors, les conséquences possibles de ce que le système immunitaire fonctionne mal, pour un médecin, c'est déjà la possibilité de voir s'installer des infections à répétition. OK. C'est aussi, vu du côté du calcium, de voir se développer les probabilités d'Alzheimer, on en reparlera plus tard. C'est la possibilité de voir la croissance incontrôlée des virus parce que le blocage immunitaire fonctionne mal. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que les champs électromagnétiques vont vous amener là automatiquement. Je suis en train de vous dire que lorsqu'on observe ces variations des paramètres biologiques, on a, quand on est médecin,
en tête qu'il peut y avoir ces conséquences que je viens de vous décrire sur ce tableau. Passons maintenant au système hormonal. En fait, la régulation de l'organisme par le système hormonal se fait en fonction du niveau de stress, et ce système est altéré quand le stress est trop permanent, trop chronique, et on parle là maintenant de stress électromagnétique, et il est évident que si l'environnement électromagnétique est un facteur de stress qui agresse l'organisme et que l'organisme cherche à réparer, la chronicité, la permanence de ce facteur de stress va à un moment ou à un autre, je vais prendre une image, remplir la poubelle qui normalement s'évacue par un processus biologique. Si vous remplissez plus vite que la capacité d'évacuation, à un moment, les équilibres fondamentaux, qu'on appelle l'homéostasie, vont être rompus, et c'est le risque de l'exposition permanente au champ électromagnétique. L'hormone de gestion du stress bien connue, la première, c'est la mélatonine. La mélatonine a fait l'objet d'une expérimentation, et de la même façon, la corticostérone, qui est aussi une hormone de stress, la première hormone de défense du stress, a fait l'objet d'une expérimentation, toujours sur les poussins embryonnés qui sont nés donc, après avoir été exposés. Le chapitre mélatonine, c'est le second. Vous savez que la mélatonine est utilisée aussi pour favoriser le sommeil, en tout cas l'induction au sommeil, et aussi utilisée pour récupérer les rythmes biologiques normaux quand on voyage par avion et qu'on est sensible à ce qu'on appelle le jet lag. Il est courant de faire appel à la mélatonine pour réguler le stress et le sommeil qui sont perturbés dans ces circonstances. Alors, si on regarde donc le graphique du bas, on voit qu'au jour J38, le bleu, lorsque le poussin a acquis un certain nombre de fonctionnements normaux qui commencent à devenir un peu adultes, ce poussin, donc on va aller au bleu. Première colonne bleue, c'est le low control. La mélatonine est donc grosso modo à un niveau de 50. On voit que le lot exposé au milieu, en picogrammes par millilitre, le lot exposé pratiquement ne produit plus de mélatonine. Ça veut dire que cet organisme n'est plus en capacité de gérer le stress chronique qui normalement doit être géré et maintenant, afin de maintenir, je veux dire, les équilibres basiques de l'homéostasie. Et enfin, colonne de droite, vous avez là le Synerwave plus l'écran, donc qui revient à des valeurs normales comparées aux valeurs bleues du premier groupe à gauche. Donc, retour du fonctionnement de la mélatonine, probablement d'ailleurs parce que le calcium fonctionne mieux, et aussi donc pour la corticostérone, qui est l'hormone principalement mobilisée en première défense contre le stress. On voit de la même façon que pour le contrôle, la corticostérone bleue, c'est-à-dire le jour J38, est au niveau grosso modo de 9, qu'elle est diminuée de 40 à 50% pour le lot exposé, colonne bleue aussi, et qu'elle revient à la normale avec exposition plus compensation par le Synerwave. On continue. J'espère que tout va bien pour chacun. Nous sommes encore avec un tableau sur le système hormonal chez la souris cette fois. Même observation. Synerwave, low contrôle identique, et l'eau exposée sans protection, on a des écarts de 20, 30 chez un mammifère qui est la souris.
la diminution de la mélatonine pour un médecin, ça veut dire, ça lui fait penser à augmentation des radicaux libres générant un stress oxydatif. Et alors, s'il y en a qui savent que le stress oxydatif, il faut le combattre parce que ça fait vieillir, parce que ça rend malade, parce que ça rend également neuropsychiquement agressif. Donc, ce stress oxydatif est potentiellement augmenté par la diminution de la mélatonine. Donc, un médecin ne peut pas ignorer l'effet du champ électromagnétique de l'environnement sur la mélatonine. Bon, ça provoque l'absence de mélatonine, vieillissement prématuré, ça provoque l'accélération des processus tumoraux, ça provoque le trouble du sommeil, ça provoque éventuellement des crises épileptiques. Donc, ça veut dire que si on restaure la capacité à produire de la mélatonine, eh ben, évidemment, on améliore le confort de santé des personnes qui sont protégées de ces champs électromagnétiques par signal. Passe. Alors, donc, on redit, conséquences possibles pour la santé. Alors, éventuellement, selon ce que Pascal Novello voudra faire de ce diaporama, éventuellement des parties de celui-ci ou la totalité de celui-ci pourraient être disponibles pour l'équipe de Synergie. C'est à voir donc avec Pascal. Il est en tout cas dans la bibliothèque actuellement de Synergie. Donc je continue. La neurogénèse. Donc on était sur le calcium, on était sur le système hormonal et endocrinien. Nous passons maintenant à la neurogénèse. La neurogénèse, elle va nous intéresser à deux titres. C'est les aspects neuropsychiques de l'atteinte du système neuronal, c'est-à-dire ce qu'on appelle le trouble neuropsychique. Et puis, à un autre titre, elle va nous intéresser à propos du développement d'Alzheimer. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Voilà une expression que nous avons faite. Alors, c'était fait là en interne au centre, dans notre centre de recherche. C'est l'observation de la croissance possible des neurones de l'hippocampe, avec le lot contrôle, le lot exposé et le lot protégé. Alors, l'hippocampe, pour chacun, pour chaque médecin ou pour les gens de l'art, l'hippocampe, c'est la première manifestation physiopathologique possible pour un médecin. C'est la première manifestation quand l'hippocampe diminue sa taille de l'option de l'hypothèse du déclenchement ou du développement d'Alzheimer. Je répète, je reformule autrement, si un patient a son hippocampe, qui est le siège de la mémoire à court terme et de l'apprentissage, siège connu comme tel, si l'hippocampe réduit sa taille parallèlement dans une durée, si vous voulez, donc qu'on observe dans le temps d'un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, si on voit la réduction de la taille de l'hippocampe, ça veut dire probablement que l'Alzheimer est en train de s'installer. Et qu'est-ce que nous observons chez la souris qui est exposée, là c'était un téléphone GSM, nous observons que l'hippocampe, les cellules d'hippocampe sont incapables de se reproduire normalement et que le taux de régénération est seulement de 75% du taux normal. Ça veut dire que avec ce constat-là, on peut craindre une incidence de l'environnement électromagnétique sur le fonctionnement, en tout cas de la mémoire à court terme, et ça on l'a mis en évidence par ailleurs, et sur la potentialisation éventuelle du développement de l'Alzheimer. Il y a 10 ans, j'étais à Tokyo où je rencontrais le professeur Miyata qui faisait une expérimentation sur l'œil qu'on verra peut-être rapidement. Eh bien, Monsieur Miyata, le professeur Miyata, m'a dit à l'époque
et c'était un expert, entre autres, de l'activité du calcium dans les échanges électromagnétiques, il m'a dit, vous verrez, Maurice, il est probable que dans quelques années, on verra un accroissement étonnant de la maladie d'Alzheimer, et je pense, me disait-il, qu'il s'agira là d'un, le champ électromagnétique de nos outils sera un cofacteur pouvant expliquer une partie du développement exponentiel de cette maladie. Donc, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'en revenant de Tokyo, j'ai lancé avec mon équipe ce travail sur l'hippocampe, et effectivement, donc, nous voyons que la capacité de croissance des neurones est diminuée de 25%. Très, très important. Voilà, bon, le médecin pense évidemment à Parkinson et à Alzheimer, donc je passe. Et enfin, troisième niveau, dernier niveau, quatrième niveau en biologie, puis après on verra les hommes, l'humain, en biologie animale, qu'est-ce qui se passe avec l'ADN? Alors vous allez être là un peu étonné, vous allez voir si la diapo veut bien venir. Alors, excusez-moi, parce que là, il y a un problème de diapo. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe avec l'ADN? Madame, je vais vous le dire sans la diapo. Le professeur Reba Goodman, à New York, a exposé des drosophiles. Alors, les drosophiles, ce sont des insectes qu'on utilise beaucoup en laboratoire parce que leur code génétique est assez proche, à plus de 80%, si vous voulez, du code génétique humain, ou en tout cas mammifère. Et donc, si on observe des choses, des modifications génétiques chez la drosophile, c'est un signal qu'il faut prendre en considération pour écrire sur les mammifères. Alors, qu'est-ce qu'on observe chez les drosophiles? On observe qu'à l'exposition, une protéine qui s'appelle SRE, SRE, ça veut dire Response Serum, alors Serum Response Element, cette protéine qui active 3 gènes de multiplication cellulaire, cette protéine est multipliée par 3 dans le sérum des drosophiles qui ont été exposés au GSM. À l'époque, c'était du GSM. En d'autres termes, ça veut dire que ces protéines qui vont activer les gènes qui mettent les cellules en production, c'est-à-dire qui favorisent la multiplication cellulaire. Cette protéine, en fait, multipliée par 3, c'est comme l'accélérateur de multiplication cellulaire. Alors, je voudrais conclure ce que peut provoquer, tout seul, ce que peut provoquer une multiplication cellulaire anarchique 3 fois supérieure à ce qu'elle est normalement. J'entends dans l'esprit de certains d'entre vous que vous pouvez imaginer des tumeurs. Eh bien, vous avez raison. Sauf que, peut-être, on pourrait avoir un frein. On vient de dire, bon, accélérateur de production et de multiplication cellulaire. Il pourrait y avoir un frein, l'organisme a prévu normalement qu'il y a un frein, et ce frein en question, c'est la protéine P53, qui normalement va réguler l'accélération de production. Cette protéine P53, elle est liée et dépendante du bon fonctionnement de l'ion calcium. Or, il y a quelques instants, on a vu que l'ion était perturbé et peu disponible dans les échanges intra-extracellulaires. Donc, ça veut dire que d'un côté, on a accélération des processus de multiplication, et de l'autre côté, le frein fonctionne peu ou pas. Donc, accélérateur à fond, pas de frein, organisme un peu lâché, si vous me permettez l'expression, donc dans la nature, sans contrôle, et c'est ce qui est au niveau du cœur de la cellule, ce qu'on observe au niveau de l'ADN.
au niveau de l'embryogenèse, c'est quoi? C'est la capacité aux embryons de vivre, de se développer et de faire les organismes, qu'ils soient les poussins d'un côté, ça c'était nos études, ou qu'ils soient éventuellement les enfants. Et on sait aujourd'hui que la mortalité infantile accroît, mais surtout qu'on a une fertilité générale des personnes, en tout cas de l'Occident, très exposées aux champs électromagnétiques, fertilité générale qui est en baisse de façon significative. Pour certains pays d'ailleurs, de façon dramatique. En tout état de cause, un couple qui ne peut pas avoir un enfant et qui voudrait avoir un enfant doit s'interroger sur son environnement électromagnétique parmi les autres facteurs qui peuvent être à l'origine de l'infertilité. Alors, travail fait sur les embryons, eh bien, c'est à Montpellier, par le professeur Bastide, ça a été reproduit en Russie par le professeur Grigoriev. Il y a plus de 3000 œufs embryonnés qui ont été exposés, et regardez bien quels sont les taux de mortalité. Si la diapo veut bien fonctionner, apparemment, elle ne veut pas fonctionner. Je ne comprends pas pourquoi. Le taux de mortalité pour les œufs exposés ou au téléphone ou à l'écran d'ordinateur, la mortalité avant la date théorique d'éclosion, c'est-à-dire à J28, la mortalité est de 60% des œufs. Vous entendez bien? Alors, évidemment, c'est dans le cadre d'une exposition permanente, 24 heures sur 24, et donc c'est ce qu'on appelle de la toxicité chronique. Il n'en demeure pas moins que nous sommes probablement, en tout cas pour les antennes relais, exposés nous-mêmes 24 heures sur 24, et que ce qui se passe avec l'embryogenèse chez les poussins devrait nous alerter sur la fertilité pour l'humain. Alors, je ne suis pas en train de vous dire non plus que la mortalité va être de 60% chez l'humain, les mécanismes sont plus complexes, mais on observe 60% de mortalité, alors que si on utilise la compensation Cinerwave, CMO, sur les lots exposés, on retrouve les taux normaux de mortalité embryonnaire qui sont, selon la période, la saison, qui sont autour de 20%. Donc, d'un côté, vous avez les lots contrôle, 20%, mortalité. De l'autre côté, vous avez les lots exposés, 60% de mortalité. Et je vais vous donner un résultat tout à fait extraordinaire, paradoxal, qu'on a observé également. On a voulu évaluer ce que faisait un étui qui était un filtre dans lequel on mettait le téléphone, qui avait pour fonction d'éviter que la personne qui téléphone soit soumise au niveau de l'oreille au maximum d'intensité à radiation. Donc, il existait à l'époque un filtre qui était commercialisé en Angleterre. On a dit, on va voir ce que fait ce filtre. Eh bien, paradoxalement, c'est le professeur Bastide qui a fait ce travail à Montpellier, paradoxalement, en diminuant le taux de micro-ondes auquel le poussin était exposé, on augmentait encore le taux de mortalité qui passait à 79%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a sur le marché des produits comme cet étui, qui, probablement d'ailleurs de bonne foi, disent qu'ils protègent parce qu'ils diminuent l'intensité de l'exposition de l'utilisateur, eh bien, quand on a sur le marché ces produits qui n'ont pas la preuve biologique qu'effectivement ils protègent, on peut avoir des effets paradoxaux et avoir des produits qui soient à ce moment-là plus toxiques que ce qu'on veut protéger par ailleurs, c'est-à-dire les champs électromagnétiques. Donc, il n'y a pas de choix possible, adulte, conscient, d'une protection électromagnétique aujourd'hui qui ne doivent
qui puisse faire l'économie de la preuve biologique. Et ça a été notre chemin permanent de travailler notre protection CyberWeb en biologie. Vous comprenez pourquoi maintenant, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des produits qui prétendent protéger, qui au fond rendent, par un processus physique qu'on pourrait développer, mais ce n'est pas le moment, rendent finalement le téléphone encore plus toxique que précédent. Voilà. Alors, on va peut-être accélérer et passer à l'humain. Nous avons, et on va conclure peut-être avec ça avant de passer à la description du produit, de la technologie en tout cas, on a fait une étude sur 900 personnes en Angleterre, avec la collaboration du professeur Clement Groove, qui est anglais. Et professeur Clement Groove a mis en évidence sur ces 900 personnes, en double aveugle, hein, c'est-à-dire avec un lot contrôle, un lot exposé protégé, le tout croisé, mis dans les statistiques, pour voir si l'étude statistique de l'expérimentation validait que ces résultats étaient significatifs, eh bien, on observe que chaque personne qui travaille devant un écran a en moyenne 6,6 symptômes de stress qui sont soit musculo-squelettiques, c'est-à-dire donc des douleurs dans le dos, dans les bras, dans les poignets, et on appelle ça, le médecin appelle ça des TMS dans l'industrie, troubles musculo-squelettiques, soit des symptômes de nature neuropsychique, c'est-à-dire perte de mémoire, agressivité, difficulté d'attention, soit des symptômes de troubles neurophysiologiques, c'est-à-dire mal à la gorge, mal aux oreilles, mal aux yeux, et rhinopharyngite, et toute la sphère ORL concernée donc par des pathologies ou en tout cas des symptômes présents chez ces personnes. Voilà. Donc, ces personnes sont protégées avec le CyberWeb, avec le CMO, et au bout d'un mois, on passe de 6,6 à 4,4, c'est-à-dire que 33% des symptômes étaient magnétodépendants, dépendaient du champ électromagnétique, puisqu'on ne modifiait aucun des autres facteurs du champ électromagnétique de l'ordinateur auquel ces personnes étaient soumises. Si on pouvait convaincre les chefs d'entreprise que leur personnel va être plus performant, moins souvent absent, meilleure humeur, etc., en tout cas, ils auraient une bonne solution avec le SINA. Bon. C'est un autre test psychique. En ophtalmo, on voit que l'ophtalmo montre, on voit que le champ électromagnétique, en ophtalmo, crée des petites ulcérations microscopiques dans l'œil et que celles-ci disparaissent pour l'essentiel lorsqu'il y a une protection de compensation telle que le CyberWeb. Je passe. Alors, l'oxyde nitrique, et c'est la dernière expérimentation que je vais vous commenter. L'oxyde nitrique, c'est, vous le savez, un oxyde extrêmement violent qui a, aujourd'hui ce qu'on sait des électro-hypersensibles, qui a une responsabilité dans l'installation de l'électro-hypersensibilité, qui est le passage, je dirais, à pratiquement l'irrécupérable des gens qui sont sensibles au champ électromagnétique et qui deviennent allergiques au champ électromagnétique. Alors, l'oxyde nitrique est un facteur extrêmement important. C'est Martin Pal aux USA qui en a démontré l'importance dans l'apparition de l'électro-hypersensibilité. Eh bien, vous voyez là, c'est un travail qui a été fait en Russie. Nous avons, en 15 jours d'utilisation de 45 minutes de téléphone, une augmentation de 50% des taux d'oxyde nitrique dans le sang. Et là, quand on passe au bleu, donc à 15 jours suivants, quand on passe au bleu, on voit qu'il suffit de mettre le CyberWeb, le CMO, sur le téléphone
pour qu'au bout de 15 jours, les taux d'oxymétrie se soient normalisés.